merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne qui démarre. Bonne nouvelle pour les licenciés de handball, puisqu'une toute nouvelle école de handball ouvre ses portes sur le territoire. Précision avec Jamie dans ses sports. Puis, pour ces citoyens, aujourd'hui, Christophe nous parle du budget supplémentaire de la province Nord et de la fiscalité du pays. Puis, nous parlerons comme d'habitude des sorties cinéma avec Falaï d'en demander le programme. Ensuite, avec Mara dans La Science et nous, nous verrons les différentes avancées technologiques en matière de rééducation après un AVC. Et pour finir, Camille nous emmènera dans le Grand Sud où s'est déroulée l'année dernière une sortie avec des scientifiques venus des 4 coins du Pacifique et même au-delà, à l'occasion du colloque Serra sur la restauration écologique. Ce sera en fin d'émission. Mais avant, je reçois l'invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Madame Juliette Maes. Bonjour Juliette. Bonjour Chloé. Vous êtes la présidente de l'association Lire en Calédonie. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter un petit peu cette association, s'il vous plaît? Eh bien, l'association a été créée en 1993 pour promouvoir le livre et la lecture partout, que ce soit en milieu urbain ou en brousse, dans les coins les plus reculés. Et on est même allé jusqu'à Tiga pour parler du livre aux enfants et raconter des histoires. D'accord, donc Lire en Calédonie, sur toute la Calédonie. Sur toute la Calédonie, et on a même une antenne qui va peut-être se créer au Vanuatu. Ah, super. Ça s'appellera Lave. Lave, référence au volcan. Oui. Alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous proposez prochainement le premier festival du livre jeunesse qui se déroulera du 3 au 10 juin à Nouméa. C'est un festival qui s'appelle L'île aux livres, LOL. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce festival? Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous ce projet. Eh bien, L'île aux livres, je dirais que c'est une grossesse de maman mammouth parce que ça fait 20 ans qu'on en rêve et c'est pour ça que j'ai vraiment le plaisir et la fierté d'annoncer ce festival qui a quand même été le fruit d'un travail d'une équipe avec la médiathèque municipale Rivière-Salée et la Maison du Livre. On a fait ce qu'on appelle un team et, pour créer justement cet événement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour cette semaine? Parce que ça dure une semaine. Ça dure une semaine. Contrairement au festival qui a lieu en métropole et ailleurs, le nôtre dure très longtemps, pour plusieurs raisons. Mais ce qui nous a motivés, c'est que pour devenir lecteur, il faut avoir des livres, il faut fréquenter les livres, il faut écouter des histoires. Donc, à la base, on doit semer des graines de lecture. Comme on met en terre, je dirais, les pousses d'igname pour qu'elles deviennent belles. Après, il faut raconter des histoires, il faut entretenir. Donc, le festival Livre Jeunesse, il va présenter le livre sous tous ses états. À la fois le livre, sous la forme cinématographique, sous la forme d'ateliers visuels, de rencontres avec les auteurs, des dédicaces, des ateliers d'écriture, et j'en passe parce que je ne veux pas tout dévoiler. Alors, il y aura diverses animations qui seront proposées. Il y aura également des auteurs qui seront invités. Oui, on peut les présenter. Des auteurs invités qui vont couvrir en fait de la petite enfance jusqu'aux adolescents et aussi les adultes, parce que les adultes adorent les histoires. Alors, on peut les présenter. Il y aura dans un premier temps, alors ce livre-là, L'île aux câlins, qui est l'auteur qui viendra Alors, L'île aux câlins, en fait, c'est Claude K. Dubois qui est illustratrice. Parce qu'il faut que je précise que ce premier festival, le thème, c'est l'illustration, c'est-à-dire l'image. On voit les images là. Voilà, et Claude K. Dubois s'intéresse particulièrement à la petite enfance. À travers ses dessins, elle veut traduire les émotions. Donc dans la gamme, on a l'île aux câlins, la boîte à bisous, tout ce qui comporte les sentiments qui sont pour la petite enfance. D'accord, donc l'illustratrice sera présente. Ce ne sont que des auteurs illustrateurs avec cette double casquette. D'accord. Ensuite, on a la chasse au trésor, donc Satomi Ichikawa. Oui. C'est donc une japonaise. C'est une japonaise, mais 100% parisienne et qui nous promet à chaque fois un voyage. C'est une grande voyageuse et dans tous les pays visités, il en ressort une histoire avec un enfant comme personnage principal et un aspect de la culture du pays visité. D'accord. Et il y a également alors Yakuba qui est magnifique en termes d'illustration. Là,
On voit la couverture ici. Yacouba, l'auteur et illustrateur, c'est Thierry Dedieu. C'est un livre qui est multiprimé, un conte philosophique sur le courage et le respect. Ça nous touche particulièrement ici en Océanie, on a le respect de la parole et illustré en noir et blanc. Ça fait très longtemps qu'il a été édité, mais ça reste un grand classique. Et Thierry Dedieu a un talent fou parce qu'il a plusieurs univers graphiques. D'accord. Et pour finir, alors, c'est une bande dessinée là. Oui. Une bande dessinée qui s'appelle Nouméa Chamba. Alors, c'est la série Carmen McCallum, mais le titre de cet album-là, Nouméa Chamba. Exactement. Le tome 11 est consacré entièrement à la Nouvelle-Calédonie. C'est une bande dessinée d'anticipation. Alors, l'illustrateur est même, son nom de famille c'est Mathieu Ménage. C'est la première fois qu'il vient en Nouvelle-Calédonie. Il a illustré tout le scénario écrit par Fred Duval, qui est un habitué de la Nouvelle-Calédonie, d'après photo. Et il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Donc il va découvrir la Nouvelle-Calédonie et surtout ses lecteurs, parce que les adolescents adorent cette bande dessinée. Particulièrement le tome 11, puisqu'elle parle de nous en fait. Effectivement. Alors, où est-ce que ça va se passer exactement ? Dans plusieurs sites, mais c'est le festival Livre Jeunesse de Nouméa, donc qui se passe au cœur de ville. J'invite tous le public à venir au kiosque à musique, dans les jardins du musée de la ville, où il y a une grande librairie avec des ateliers. Il y a également des films et des pièces de théâtre, parce que c'est le livre dans tous ses états, au Centre d'art, au Théâtre de Poche, et aussi au Rex, des projections de films réservées aux centres aérés et aux maisons de quartier pendant les vacances. C'est pour ça que le festival dure si longtemps. Parce qu'il déborde sur le temps des vacances scolaires. Pour les vacances scolaires, pour accueillir les centres aérés. D'accord. Ah oui, parce que vous travaillez également avec les centres aérés. Tout à fait. La direction jeunesse et sport, depuis quelques années, souhaite développer le livre comme une activité à part entière à l'intérieur des centres aérés. Je dirais c'est un peu la tête et les jambes dans les centres. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités qui seront proposées dans le Nord ? Alors, pour des questions de budget, et je dirais de blocage institutionnel, tout le monde le sait, mais ça c'est peut-être une excuse à mon avis. Nous ne pouvons pas nous déplacer dans le Nord. Par contre, on accueille nos amis du Nord et il y a une classe, c'est pas une classe, c'est un groupe d'écriture qui va se déplacer du collège Thiéta de Vaud et qui va participer à notre festival, mais en tant que reporter. Alors ça, c'est très intéressant. Et on les appelle les e-reporters. Les e-reporters. Alors, elles viennent avec leur professeur, Noëlla Poemat, du collège donc, de Thiéta, et elles seront les e-reporters. Qu'est-ce que c'est les e-reporters ? Tout d'abord, Noëlla Poemat, c'est quand même une femme, écrivaine, d'origine kanak, métisse kanak japonaise, extrêmement engagée pour l'écriture, qui a déjà publié. Et elle va venir avec ce groupe qui est très motivé par l'écriture. Les reporters, écoutez, à l'heure du numérique, on va utiliser les technologies. Donc ces jeunes filles vont prendre des photos, faire des reportages, des micro-trottoirs. Et sous la responsabilité d'une coordinatrice de la Maison du Livre, elles vont avoir tous les jours à faire des petits sujets, qui vont être publiés sur Facebook. Donc c'est elles qui alimenteront la page Internet. Tout à fait. Et c'est, je veux dire qu'on va donner la parole aux jeunes, parce que on dit toujours oui, les jeunes ils lisent pas et tout, mais nous on leur fait une telle proposition de lecture que je voudrais démentir aussi le fait qu'on dise que les jeunes ne lisent pas. Ils vont trouver le livre qui leur convient. Et ils vont rentrer dans la lecture. Voilà, tout dépend de la lecture en fait. Tout dépend des propositions. Des propositions. Oui, et de la médiation. Parce que les médiateurs culturels que sont les bibliothèques, la bibliothèque municipale Rivière-Salée est extrêmement performante en matière de littérature jeunesse. D'accord. Et alors justement, vous avez été distingué récemment par la labellisation du CNL, le Centre national du livre, qui dépend du ministère de la Culture. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est important ? Ah, ça c'est notre grande fierté. Être distingué, avoir la labellisation, ça veut dire que notre événement, parmi 660 événements, il y en a eu 46 et nous avons été distingués.
Et je dois dire aussi que pour une fois, le ministère de la Culture, qui donne des temps forts dans la culture, la fête de la musique, de la poésie, avec des dates, a accepté la spécificité de notre territoire. Je dois même dire, enfin, on sait que la Nouvelle-Calédonie ne se trouve pas dans le même hémisphère que la France et qu'on est en total décalage, à la fois scolaire, vacances et tout ça. Donc cette labellisation, elle reconnaît à la fois l'importance de notre événement et aussi le fait qu'on se situe dans un autre hémisphère. Et on est autorisé à avoir ce label et de lancer l'opération avant l'opération nationale. D'accord. Alors, quels sont justement les objectifs d'un tel projet? Je crois que pour devenir lecteur, il faut commencer jeune. Je dirais même dans le ventre de la maman, à écouter des histoires, parce que les histoires, c'est le fil de la pensée humaine. C'est ensuite des mots qui sont couchés sur le papier, mais qui au son de la voix se lèvent. Et ça crée à ce moment-là un univers. La lecture, c'est aussi du plaisir, c'est aussi la réussite, mais c'est à la fois le développement personnel et une implication dans la société. Parce que j'ai envie de dire que la lecture, c'est la liberté. Et que pour moi, l'indépendance, c'est le choix de la lecture. D'accord. Alors justement, avec ce festival, on aura l'occasion de baigner justement dans cet univers, le livre dans tous ses états, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a également une classe, pour le coup, une classe de CM2 qui vient du groupe scolaire de Yaté, qui, elle, vous rendra visite aussi. Tout à fait. Elle vient du groupe scolaire de Yaté. La directrice, avec ses 16 enfants, souhaite qu'ils soient dans un bain de lecture. Et c'est l'occasion, pendant toute la semaine, de pouvoir rencontrer des auteurs, discuter, écrire, créer et rêver. Mais rêver d'une façon intense, à travers le livre. Voilà, donc l'île aux livres, le premier festival du livre jeunesse, on rappelle les dates, qui aura lieu donc du 3 au 10 juin à Nouméa. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a également des contacts. On peut contacter l'association Lire en Calédonie au 77 56 00. On peut aussi contacter la médiathèque de Rivière-Salée, le 41 54 02. Et puis également la Maison du Livre, le 28 65 10. Je vous laisse le mot de la fin, Juliette. Merci Chloé. Je voulais dire au public, aux mamans, aux grands-mères, aux parents, que le livre, c'est comme l'igname, c'est un tas de richesses. Et que venez nombreux pour le partager avec nous et vous trouverez tous les livres dans les meilleures librairies de la place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Juliette. Merci à NCTV de m'avoir accueillie. Et nous, on passe à l'agenda du pays avec Falaï. Salut Falaï, et on commence tout de suite avec un événement culturel du côté de Pont-et-Riouan. Salut Chloé, bonjour à tous. Oui, alors depuis hier, lundi 25 mai, la tribu de Monéo à Pont-et-Riouan accueille l'événement résidence de danse traditionnelle. Alors pendant une semaine, vous pourrez découvrir de nombreux ateliers, comme des ateliers sculpture avec Jean-Philippe Chibaou, atelier musique et chant avec le chanteur Ixon, atelier conte, tressage, etc. Donc voilà, tout ça c'est toute la semaine. Et puis samedi 30 mai, au soir, pour clôturer en beauté, place à de l'animation musicale. Un beau petit programme et en plus c'est une première édition. Oui, alors c'est à l'initiative de la commission culturelle communale du CAP, comité d'animation de Pont-et-Riouan. En parallèle, l'école de musique de Merengara et l'école publique de Pont-et-Riouan organisent depuis 5 ans des résidences culturelles destinées aux enfants uniquement. Un rendez-vous qui aura lieu fin juin. D'accord. On reste dans la province Nord, cette fois avec des avis de coupure de courant. Alors là, c'est moins drôle. Pour des raisons d'entretien du réseau haute tension, le village de la commune de Koné, plus précisément l'entrée sud jusqu'à Pomemi, les tribus de Bako, Tiawe, Konyambo, Tiakana, Panaki et Ateu seront privés de courant demain jeudi 28 mai de midi à 15h. Et pour les mêmes raisons, le village de la commune de Pointe-Digné, de l'hôpital jusqu'au lycée, sera également privé de courant. Voilà, c'est ça. Demain jeudi 28 de 8h à 16h avec les tribus de Napoémien,
Titi, Amoa et Wagap. Et on continue avec une soirée culturelle organisée par la mairie de Thio. Oui, qui lance depuis le mois dernier des soirées culturelles dans différentes tribus de Thio, ou encore à la médiathèque même, comme des soirées karaoké, des projections de films, des mini-concerts, etc. Et demain, ne loupez pas la soirée conte avec le collectif Tembeu. D'accord, une soirée conte. Et ça se déroulera où exactement? Alors, ça se déroulera donc demain à partir de 18h dans la tribu de Saint-Michel. C'est vraiment dans un souhait de décentraliser ces événements et s'étendre dans toute la région de Thio. Donc, on salue toutes les initiatives mises en place pour animer, pour divertir et enrichir la population calédonienne. Alors, en même temps, le collectif Tembeu profitera également de l'occasion pour effectuer une collecte à la tribu de Saint-Michel. Alors, pas une collecte de fonds, non, pas du tout. Le collectif effectuera une collecte qui a beaucoup plus de valeur, celle des vécus, des histoires des personnes volontaires. Alors, à quoi ça va servir? Le collectif Tembeu s'inspirera de ces quelques histoires pour les mettre sous forme scénique et ils les présenteront à l'occasion du Festival international du conte, un festival qui a lieu tous les 2 ans à Thio. D'accord, donc prochain rendez-vous dans 2 ans à Thio pour ce festival. Un numéro où se renseigner? Oui, j'en ai 2 même. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 76 61 55 ou le 77 97 85. On poursuit maintenant avec un concours lancé dans le cadre de la semaine Boulou parisienne qui se déroulera début septembre. Alors, le concours s'adresse aux enfants et ados de 6 à 18 ans. Il s'intitule Figures et masques. Donc, il est organisé par BD Folies et il est destiné à récompenser les meilleures figures et masques. C'est-à-dire que les participants devront réaliser un masque en papier, en carton, en plastique, en bois ou tout autre support. Évidemment, l'œuvre devra être une création. Attention au plagiat. Il faudra envoyer l'œuvre avant le 25 août par courrier. Alors, à concours BD Folies 2014, Bibou BP 214 98 812 Boulou Paris. Voilà, tout ceci avant le 25 août. Et puis, on finit par un rendez-vous dédié aux collectionneurs ou bien tout simplement ceux qui sont intéressés, qui souhaitent le devenir. Oui, pourquoi pas. Alors, ce rendez-vous, c'est le salon des collectionneurs qui aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 juin. Alors cette année, comme toutes les années, ces 3 journées sont dédiées à la philatélie, mais aussi à d'autres collections comme des appareils photos anciens, ça me branche. Il y a aussi des objets en rapport avec l'art océanien, des bandes dessinées, des voitures miniatures et beaucoup d'autres choses encore. Donc, on le répète, c'est du vendredi 5 au dimanche 7 juin à la mairie de Nouméa. Et pour les heures, c'est de 9h à 18h et de 17h plutôt pour dimanche. Voilà, c'est fini pour nous, Falaï. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour demander le programme. De rien, mais allez, à tout à l'heure. Et nous, on retrouve notre sportif préféré, Jamie, avec ses sports. C'est tout de suite. Bonjour Jamie, alors aujourd'hui il sera question de handball avec une toute nouvelle structure qui pourrait proposer un avenir meilleur aux licenciés du Caillou. C'est ça, bonjour Chloé et bonjour à tous. Donc un projet vraiment inédit dans l'histoire du sport collectif calédonien, Chloé. Le pôle espoir féminin est lancé, opérationnel depuis plus de 4 mois maintenant. Il rencontre encore quelques difficultés, mais les possibilités de former à terme une élite calédonienne, donc pouvant viser le plus haut niveau, sont déjà là. Donc les perspectives sont déjà là. Tous les matins, ce sont plus d'une dizaine de joueuses qui se retrouvent à la salle Omnisport de Lansvata pour suivre bien évidemment des entraînements encadrés par l'ancienne joueuse professionnelle de Montargis, Olivia Vaitanaki. Alors c'est la 3e structure du genre qui apparaît en l'espace de 2 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors après le pôle espoir des nageurs de Koutio, puis l'école de pétanque à Boularis, c'est maintenant le pôle espoir féminin donc, qui ouvre ses portes. Le pays se lance dans une véritable politique de formation des jeunes qui tend plus vers une formation d'une élite. Donc une politique basée sur un constat, celui de plusieurs experts. D'ailleurs, il y a eu Laura Flessel lorsqu'elle était venue ici, il y a Tony Estanguet ou encore bien évidemment Christian Carambeu, donc des références du haut niveau. Ils ont constaté que le pays est détenteur de futurs champions
Je vous propose tout de suite d'écouter les précisions de Pierre Forest, le directeur de la direction de la jeunesse et des sports. On a une grosse déperdition des jeunes quand ils quittent tôt leur milieu scolaire et familial. Ils partent, beaucoup partent, et c'est l'aventure pour aller intégrer une structure d'accès au niveau, en l'occurrence un pôle espoir. Et donc c'est de se dire pourquoi ne pas mettre en place, ne pas organiser cet accès au niveau plutôt sur le territoire. D'où l'idée de la mise en place du pôle natation depuis la rentrée 2014. Et dernièrement, le dernier pôle deuxième qui vient de s'ouvrir, c'est le pôle espoir féminin de handball depuis la rentrée de février 2015. Voilà, donc former nos meilleurs joueurs donc, sur place sans qu'ils n'aient à effectuer le déplacement vers la métropole, toujours pour intégrer ces fameux pôles espoirs, donc sans quitter famille et amis, c'est vraiment la politique qui est visée par la direction de la jeunesse et des sports. Donc, il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est un chantier où tout reste encore à faire. C'est un défi qui a été relevé en l'occurrence par le handball calédonien. Si le niveau n'est pas encore à la hauteur de la structure, la salle Omnisport, elle, est ouverte justement pour que nos futurs champions de demain puissent s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Tout de suite, direction la salle Omnisport de Lansvata. Alors, c'est le pôle espoir handball féminin Pacifique de Nouméa. Donc, l'objectif, c'est de créer du haut niveau en fait, sur le territoire pour que les jeunes joueuses partent le plus tard possible en fait, de la Nouvelle-Calédonie, qu'elles restent ici jusqu'à leurs 18 ans et qu'elles aillent en métropole faire du haut niveau ou être joueuses professionnelles le plus tard possible. J'ai participé aux sélections pour l'équipe de France jeunes et espoirs. Et par la suite, dans ma reconversion, je souhaitais entraîner en fait, un pôle. Donc, on m'a proposé le pôle de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un projet qui m'a plu tout de suite puisque je connais le potentiel qu'il y a ici. Je suis déjà venue en vacances plusieurs fois. Je me suis entraînée avec le club de la JS Mont-d'Or. Et je trouvais ça intéressant justement de mettre en place une structure comme le pôle en Nouvelle-Calédonie pour avoir des espoirs d'ici dans les équipes de France. Donc là, elles vont courir pendant 20 minutes à peu près. Je prends leur temps autour et puis toutes les semaines en fait on fait ça pour travailler un petit peu l'aérobie vu qu'elles n'ont pas trop l'habitude de courir. Donc voilà, pour commencer en douceur. Claire-Vie, toi tu avais fait 16,35. Non, c'est beaucoup mieux, c'est bien. C'est pas mal, la semaine prochaine on pourra passer à 10 tours. Si, je me reconnais beaucoup dans plusieurs des jeunes filles qu'on a là. Par exemple, quand on fait de la course, j'aimais pas du tout courir aussi au début. J'ai travaillé dessus, j'ai appris à aimer courir. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien. J'aimerais qu'elles apprennent très tôt, puisque moi, ça arrivait tardivement. Vers 25-26 ans, j'ai aimé la course. J'aimerais qu'elles, ça soit plus rapide pour qu'elles prennent conscience en fait, de l'importance du physique dans la pratique du handball. Il y a beaucoup de qualités physiques, beaucoup de potentiel. Maintenant, il faut, la structure comme le pôle peut les cadrer justement pour les emmener vers le haut niveau. Donc vraiment avoir un staff de qualité pour leur faire connaître ce que c'est en métropole et qu'il n'y ait pas trop de décalage entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Cette année, on organise une journée de détection. Donc les jeunes vont venir, celles qui veulent se présenter pour venir au pôle sur une journée, faire des tests physiques et ensuite faire des confrontations contre les joueuses du pôle, justement pour voir leur potentiel et ensuite faire une sélection sur ces joueuses-là. Il faut savoir que certaines ne faisaient pas du tout de hand. On a 2 joueuses par exemple, Maïkati qu'on a ici et Amélia, qui faisaient du hand en UNSS, donc pas du tout inscrites en club, c'est-à-dire qu'elles ne s'entraînaient pas du tout. Donc là, de passer, elles sont à 7 entraînements par semaine, ça leur a fait un choc. Donc quand je leur ai dit qu'il fallait courir sur une piste, faire du renforcement musculaire, des abdos, et puis faire un travail de motricité, c'est vrai que pour elles, c'est du hand, donc on fait que du handball. Donc là, cette année, elles apprennent à gérer tout ce qui est à côté, la partie muscu, la partie aérobie, mais il y a aussi l'aspect diététique, la récupération. Il y a les cours à gérer en plus, donc ça fait beaucoup de changements. Maintenant, il faut leur laisser un peu de temps, que les choses se mettent en place, et puis après, ça sera plus simple pour elles. Sur les 3 premiers mois, j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui est technique, parce que le haut niveau, c'est vraiment une question de détail. Donc c'est important, dès le plus jeune âge, de corriger
tous les mauvais gestes techniques. C'est pour ça qu'à chaque fois je leur demande de lever le coude ou d'avoir les pieds, les appuis orientés, de lever la tête, de tourner les épaules, parce que c'est ce qui fera la différence en fait plus tard et quand nous on jouera contre les autres équipes en métropole. Alors si on a fait le pôle, je pense que la fédération et ici le gouvernement, la Ligue souhaitent justement voir en équipe de France des jeunes calédoniennes. Il faut savoir qu'il existe 24 pôles en métropole, donc en comptant aussi les Antilles et la Réunion. On voit qu'en équipe de France, que ça soit féminine ou masculine, on voit beaucoup de Réunionnais ou d'Antillais très connus. Donc maintenant, nous, on souhaiterait avoir des jeunes Calédoniens justement dans ces équipes de France. On a le potentiel, maintenant, c'est à nous de mettre en place les structures et d'accompagner ces jeunes vers le haut niveau. Alors là, en fait, nous avons les interpôles à partir du mois de janvier en métropole. Donc on va partir 10 jours en stage. Après, on aura une confrontation contre 4 équipes, 4 pôles, justement là-bas. Et pendant justement cette compétition, il y a les responsables des équipes de France qui seront là pour détecter les potentiels. À partir de là, les joueuses seront suivies en métropole, mais aussi sur le territoire, pour faire un suivi jusqu'au bout, si ça marche. Alors, est-ce que le handball n'est pas en train de montrer l'exemple aux autres disciplines? Alors, en effet, Chloé, à terme, si le pôle arrive à fournir des joueuses de haut niveau, donc des joueuses calédoniennes, en équipe de France, par exemple, pour les Jeux Olympiques, l'objectif atteint pourrait, comme tu le dis, servir d'exemple pour les autres disciplines. En 1968, Chloé, durant les Jeux Olympiques de Mexico, il y avait 5 Calédoniens en équipe de France. 2 footballeurs, Marc Cagnan et Charles Timboeon, 2 nageuses, Marie-Josée Kersaudy et Simone Hanner, et puis enfin un lanceur de javelot, Henri Hautbière. Donc, durant les derniers Jeux Olympiques, ça c'était en 1968, on pouvait avoir 5 Calédoniens. Maintenant, durant les derniers Jeux Olympiques, seule Lara Grandjean figurait donc parmi les listes françaises. Donc là, il y a un constat qui a été établi par Claude Onesta, l'entraîneur des experts, c'est-à-dire champion du monde et champion olympique de handball de l'équipe de France. L'an dernier, l'entraîneur de l'équipe de France de handball disait durant un colloque que pour un pays de 230 000 habitants avec 72 000 licenciés, avoir qu'un seul représentant en équipe de France, c'est vraiment très peu. C'est pourquoi ils ont décidé cette année, mais même les années précédentes, de pouvoir proposer cette structure, en l'occurrence l'école de handball, cette structure de haut niveau que l'on trouve en métropole, la mettre ici, de façon à ce que les joueurs ou les joueuses puissent s'entraîner dans de bonnes conditions, c'est-à-dire entourés de la famille, entourés des amis, et puis toujours à fréquenter l'école, le lycée, là où on peut retrouver ses amis, ce qui n'est pas le cas si le sportif calédonien devait partir en métropole pour justement intégrer le pôle espoir. D'accord, donc un frein en moins, c'est une bonne nouvelle. Voilà, merci beaucoup, Jamie. Merci Chloé et merci à tous. Et nous, on retrouve Christophe pour ses citoyens. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de 2 choses. D'abord du budget de la province Nord, puis de la fiscalité calédonienne qui est d'ailleurs marquée par une situation économique en berne. Alors un petit rappel quand même, le budget primitif de la province avait déjà été voté en décembre de l'année dernière. Et donc là, tu vas nous parler de son compte administratif et de son budget supplémentaire, c'est bien ça ? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Oui, c'est bien ça. Donc, ils ont été votés le 30 avril dernier et je vais dire en quoi consiste ce vote. Autre précision, comme toutes les collectivités locales, le budget de la province Nord est marqué par une baisse de ses recettes, notamment le fait que les dotations du pays soient en diminution. Donc, je vais te dire pourquoi et puis je vais te dire également comment la situation peut évoluer. Un programme bien chargé, dis-moi. Alors, on va commencer par le vote des élus provinciaux des nouvelles dotations budgétaires. Oui, tu l'as rappelé, en décembre dernier, les élus ont voté le premier budget de l'année 2015. Il s'élevait alors à 35 milliards. À la fin du mois d'avril, les 22 élus cette fois-ci, parce qu'il y avait eu une abstention au mois de décembre, se sont prononcés sur les comptes 2014. Donc, valider des comptes 2014, c'est-à-dire qu'ils ont constaté le niveau de dépenses et le niveau de recettes réellement exécutés à la fin de l'année 2014. Et ils ont ajusté les dépenses et les recettes en fonction des informations financières disponibles.
D'accord. Alors, c'est quoi juste ces informations financières? Et puis, est-ce que tous les élus étaient d'accord sur la stratégie budgétaire de la collectivité? Oui, tout à fait. Comme je disais, tous les élus à l'unanimité ont voté ce compte administratif et ce budget supplémentaire. Donc, en ce qui concerne le compte administratif, 38,1 milliards de francs CFP ont été validés au terme de l'année 2014. Donc, près de 29 milliards ont été constatés pour les charges qui reviennent chaque année, celles qu'on appelle les charges de fonctionnement. Et plus de 9 milliards d'investissements ont été exécutés. Donc, un investissement, ça couvre la réalisation des routes, la construction de bâtiments publics, donc les collèges, les dispensaires. C'est également l'occasion pour certains d'avoir un logement, de disposer d'un projet économique et pour les communes de présenter un certain nombre de projets locaux. Donc on constate que depuis le début de la précédente mandature, en 2009, ces investissements ont quasiment doublé. Donc en fonction des disponibilités financières disponibles à la fin de l'année 2014, les élus provinciaux ont porté le budget de 35 milliards à 53,6 milliards. Donc ces sommes sont impressionnantes certes, mais ils sont en diminution de 5% par rapport au budget global de 2014, donc 3 milliards en moins. D'accord. Et je ne comprends pas trop bien ce que ça veut dire disponibilité financière. C'est quoi juste? C'est de l'épargne, des réserves? En fait, Chloé, quand une collectivité encaisse plus de recettes qu'elle ne dépense, elle réalise un excédent. Donc elle peut à la fin de l'année capitaliser cet excédent et pouvoir l'utiliser à tout moment. En fait, c'est comme vous, lorsque vous réalisez une épargne, vous en avez l'utilité, effectivement, l'utilisation à tout moment. Donc les réserves de la province ont atteint un niveau exceptionnel en 2009 avec 22,9 milliards. Donc c'est surtout été expliqué par les recettes fiscales exceptionnelles de l'année 2008. Mais aujourd'hui, cette réserve a diminué de 9 milliards. Il faut dire effectivement que le contexte budgétaire des dernières années a été défavorable. Donc la province a maintenu quand même un rythme de dépenses raisonnable et a même, comme je le précisais, augmenté ses investissements. Donc la dynamique liée à l'installation de l'usine du Nord, ainsi que la volonté provinciale de matérialiser un rééquilibrage intra-provincial a boosté ses investissements. D'accord, donc on a compris la stratégie budgétaire de la province Nord. Donc avec un nouveau budget de 53,6 milliards, tu disais, de francs CFP en 2015. On va faire quoi de cet argent maintenant? Où est-ce qu'on va l'affecter? Dans quel domaine, dans quel secteur d'activité? Bon, la situation reste la même par rapport au budget primitif qu'on avait eu l'occasion d'aborder. Donc on est sur un budget de continuité. Donc en fait, la collectivité provinciale a des feuilles de route financières, donc un plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est un portefeuille d'opérations qu'elle force de matérialiser année après année, donc qui s'établit à 12,5 milliards d'opérations. Et pour les dépenses de fonctionnement, elle encadre ces dépenses. Donc pour éviter que son train de vie dérape. Et cette maîtrise, elle s'établit à 2% par an. Donc le budget supplémentaire que les élus ont voté permet de compléter les enveloppes nécessaires pour l'ensemble de l'année 2015. Et la liste est longue. Bon, on peut citer les routes, donc il s'agit de mise aux normes, d'études, de travaux. Donc un certain nombre d'opérations qui ont été choisies par nos élus, Mokwe, le col d'Amos, Kokingon, Wayem. Donc ce secteur routier mobilise beaucoup d'argent. Ouais. Il y a les programmes de logement. Il y a une opération un peu exceptionnelle qui est l'installation du RSMA, donc de Koné et de Kouma qui va s'étendre. Puis toujours la construction des collèges, donc c'est toujours des dotations financières importantes. Puis bon, une nouvelle opération, donc on a des études de programmation qui ont été mises en œuvre par les élus provinciaux pour l'installation d'un barrage à Pointe-Boute. Oui, alors un barrage à Pointe-Boute, c'est un projet qui est quand même très ambitieux. Et puis ça fait des années qu'on en parle, non? Oui, effectivement, Chloé, ce projet date de plusieurs années. Il est ambitieux parce qu'il va coûter plusieurs milliards de francs CFP et que la collectivité provinciale doit s'efforcer de trouver les financements nécessaires. Mais il est nécessaire parce qu'effectivement, la maîtrise de la ressource en eau sur la région de Koné et de Pointe-Boute est une préoccupation majeure et que le développement de cette zone en dépendra fortement. Je vous propose de découvrir en images les travaux de l'Assemblée de la province et ce qui est au centre des préoccupations de nos élus actuellement. Monsieur le commissaire délégué, mes chers collègues, mesdames et messieurs, le projet de budget supplémentaire 2015 qui est proposé à l'approbation de notre Assemblée est un budget de réajustement des recettes et des dépenses. De façon générale, nous remarquons que ce budget 2015 est en légère baisse par rapport à celui de 2014. Notre groupe est en accord avec les propositions budgétaires proposées et nous votons favorablement ce budget supplémentaire 2015. Ce matin, le compte administratif a été voté à l'unanimité des groupes à l'Assemblée. Alors c'est une satisfaction parce que bon, c'est toujours que le budget primitif, compte administratif et budget supplémentaire, ce sont toujours des actes politiques. Et donc, ce qui prouve bien que la gestion qui a été menée jusqu'à présent satisfait les groupes. Et donc, voilà, donc c'est bien que ce soit voté à l'unanimité. Nous constatons également que le fonds de roulement diminue d'année en année,
ce qui démontre que la collectivité puise dans ses réserves afin de maintenir les ambitions de sa politique de rééquilibrage, souhaitée par tous les conseillers de notre Assemblée dans l'intérêt des populations de la province Nord. Au résultat, quand même, on s'aperçoit que les réserves, les réserves de la province ont été ponctionnées de façon assez importante depuis un certain nombre d'années, et surtout ces 2 ou 3 dernières années. On disait souvent, de façon très triviale, que la province avait un matelas. On s'aperçoit que ce matelas, il sert bien aujourd'hui, puisqu'on ne dépense pas outre mesure, mais en tous les cas, il n'y a pas une rigueur, une politique de rigueur qui est de mise à la province. C'est tout simplement ça, et que les fonds servent justement à financer les besoins de la population, qui ne voit pas de différence entre la grande époque où on avait 23 milliards et aujourd'hui où on en est arrivé à 13 milliards. Donc régulièrement, les réserves servent à ça. Il y a eu une volonté politique de consommer les réserves de façon à maintenir le niveau d'investissement pour le bien des populations de la province. Alors voilà, on se réjouit que ça va dans le sens qu'on a toujours prôné depuis plusieurs années, par rapport au fait d'augmenter l'exécution budgétaire pour le bien des populations. Nous souhaitons aborder avec vous un sujet qui inquiète toutes les populations du Nord, mais également du pays, dont nous nous faisons le porte-parole ici. Il s'agit de la situation de Wavouto. L'usine du Nord est sous tous les projecteurs et connaît son lot de rebondissements positifs et négatifs, ce qui est compréhensible, car nous savions que le défi serait long et lourd à relever. Le président a dit ce matin que ce n'était pas une crise, mais l'actuelle difficulté qui se présente par rapport à la défaillance des fours sur Wavouto accompagne les entreprises qui sont sur Wavouto, qui ont été créées par rapport à cette activité-là. Donc c'est ce qu'on a soulevé comme point par rapport à cette crise-là, qu'on accompagne plus les entreprises en augmentant les participations pour les communes à la réalisation des besoins des communes. En sachant que sur ce compte administratif-là, on voit que 86% de la ligne de crédit accordée dans le cadre du partenariat commune-province, 86% a été consommé. Donc les communes sont des bons réalisateurs de programmes d'investissement et d'opérations d'investissement pouvant permettre le développement au sein de la province Nord. La collectivité se doit de conserver ce programme d'investissement, en particulier les marchés publics, etc. etc. Donc ces grands projets restent, ils sont inscrits au plan pluriannuel d'investissement et resteront et doivent être financés et peuvent être financés. Les crédits sont consommés dans la deuxième partie de l'année, donc au budget primitif. On n'avait pas inscrit ces crédits-là parce que de toute façon on n'allait pas les consommer. En revanche, on les inscrit au budget supplémentaire. Le barrage de Point-Bout, puisqu'on l'appelle comme ça, le barrage de Point-Bout, le projet du barrage de Point-Bout est primordial à horizon 2019, ne serait-ce que pour l'eau potable, mais aussi pour l'irrigation de Point-Bout. Donc voilà, donc c'est un projet qui est important. Dans les premières approches, c'est un investissement qui sera d'environ 7 milliards. On constate que la situation financière de notre collectivité s'est progressivement dégradée en 2014, compte tenu de la conjoncture dans laquelle on se trouve. Cependant, la santé financière de la province reste saine, grâce à une stratégie et des préconisations réalistes dans un souci de prudence budgétaire. On a beaucoup de populations, notamment de magistrats de communes qui nous font part de leurs difficultés à maintenir leur population, faute de développement économique sur la côte Est. Et c'est ce qu'on soulève depuis plusieurs années, c'est qu'il ne faut pas refaire ce qui s'est passé en province sud. Ça veut dire concentrer tout sur une agglomération et puis le reste, oublier les autres communes aux alentours. Parce que les provinces ont été installées dans le cadre du rééquilibrage politique du pays et il ne faut pas qu'avec cet outil politique qu'on a, on reproduise ce qui s'était déjà produit auparavant. Si nous considérons que du fait de sa solidité financière, la collectivité provinciale n'est pas dans une situation critique,
il nous paraît indispensable tout de même d'observer une vigilance accrue à l'endroit des indicateurs dédiés et sur l'évolution des dépenses de fonctionnement. Au niveau du groupe UC, on l'a prôné depuis plusieurs années, depuis plusieurs mandats. On a souhaité la réforme de la fiscalité du pays pour aller chercher l'argent là où il est. Par rapport aux recommandations de l'inspecteur des impôts, M. Libre, qui avait donné déjà quelques pistes pour pouvoir aller chercher les fonds là où ils sont. S'il n'y a pas de ressources substantielles en dehors des ressources du pays, on peut arriver jusqu'en 2018. Donc avec un petit tour de vis, je vais dire, par rapport au PPF, plan pluriannuel de fonctionnement, où il faudra peut-être réviser certains taux d'augmentation. Mais en tous les cas, on arrivera sûrement à 2018 pour arriver à zéro, quoi, pour parler trivialement, quoi. Donc délibération approuvant le compte de gestion de la province Nord pour l'exercice 2014. Article 1, le compte de gestion du comptable de la province Nord pour l'exercice 2014 qui fait ressortir les mêmes montants et résultats que le compte administratif 2014 est approuvé. Alors Christophe, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie est touchée par la crise? En effet, le constat est là. Donc, après une période de grands travaux dans le domaine minier, donc on connaît effectivement l'installation de l'usine du Sud et celle du Nord. Après effectivement des grands travaux de la commande publique, donc liés aux Jeux du Pacifique en 2011 ou liés au Medipôle de Koutio. Donc tous ces grands travaux sont maintenant terminés et les relais de croissance ne sont pas forcément là. Donc les investissements miniers colossaux du courant des années 2000 a boosté l'économie calédonienne. Donc on a connu une période de croissance euphorique. Et puis depuis 3 ans, on a un taux de croissance qui stagne à 1%. Donc tout ça également est marqué par le contexte où la vente du nickel, effectivement, rapporte plus autant qu'auparavant. Donc ça fait que toutes les recettes en provenance de nos impôts et taxes, donc payées par vous en tant que particulier, mais également par les entreprises, sont en diminution. D'accord, je comprends. Donc il faut trouver des solutions. Toi, tu as suivi de très près la conférence économique, sociale et fiscale qui s'est tenue en août l'année dernière. Et donc cette conférence réunissait l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y avait également les groupes politiques constitués au Congrès et les organisations syndicales. Alors quelles mesures ont été préconisées pour régler ce problème? En fait, cette conférence a surtout parlé fiscalité, donc c'est technique pour effectivement prélever des impôts. Et donc il était effectivement question de la création d'impôts nouveaux pour pouvoir prélever 10 milliards de francs CFP supplémentaires pour les besoins de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour ces régimes sociaux, pour pouvoir payer les différentes allocations familiales et également l'assurance maladie. Donc, une taxe qu'on appelle contribution généralisée de solidarité, donc la CGS. La CGS, c'est ça, un peu technique, mais bon, effectivement, l'ensemble des revenus bruts du capital sont taxés à 2%, celui des revenus des particuliers et des retraités de 1%. Donc vous avez pu peut-être effectivement constater que votre fiche de paye a diminué d'1% depuis le 1er janvier. Tout ça permettra au global de générer 6,5 milliards de francs CFP de recettes et bon, c'est applicable depuis le 1er janvier. D'accord, donc une taxe supplémentaire. Maintenant que ça a été mis en place, est-ce qu'il y aura d'autres impôts encore prévus? Oui, on parle toujours de techniques fiscales. Donc pour les impôts les plus symboliques, on parle également d'une taxation des plus-values immobilières. Ça fait également plusieurs années qu'on en discute. En fait, il s'agit de taxer l'écart qui existe entre la valeur d'achat d'un bien et sa vente a posteriori. Donc dès lors qu'il y a une plus-value, donc il y aurait une taxation de 20% de ce montant. Donc cet impôt devrait rapporter 1,7 milliard de francs CFP supplémentaires dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, les partenaires sociaux, donc que ce soit les patrons et les syndicats, ont validé le regroupement de plusieurs taxes en une seule, la fameuse taxe générale à la consommation, TGA, donc c'est une TVA à la sauce calédonienne, et le taux reste à définir. D'accord, alors voilà pour les prélèvements à venir. Pour redresser les finances des collectivités locales, quelles décisions peuvent être prises, quelles solutions? Effectivement, même avec une gestion très raisonnable et raisonnée, la province Nord, comme le disait son premier vice-président, connaîtra en 2018 des difficultés. Donc il y a plusieurs hypothèses qui existent dans nos collectivités locales. Soit elles font mieux avec moins, c'est-à-dire qu'elles optimisent leurs dépenses publiques, elles permettent effectivement d'atteindre des objectifs avec moins de ressources.
soit elles accroissent leur endettement public. On sait que globalement, l'ensemble des collectivités locales sont peu endettées. Mais comme vous et moi, les communes, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie doivent présenter des garanties lorsqu'elles vont voir les organismes prêteurs. Et ces garanties, c'est surtout effectivement de l'épargne. Et l'emprunt en finances publiques est souvent analysé comme une charge pour les générations futures. Oui. En fait, on reporte à demain, donc aux générations futures, le remboursement de charges qui n'ont pas pu être financées par l'impôt. D'accord, donc ça, ce sont des décisions qui peuvent être prises dans les communes et dans les provinces. D'autres hypothèses relèvent aussi d'une décision des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Oui, en effet, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de fiscalité, donc les élus du Congrès peuvent décider d'augmenter les impôts. Mais il y a un seuil de tolérance, un seuil psychologique à partir duquel les contribuables peuvent s'estimer matraqués. Et théoriquement, à partir de ce moment-là, le rendement de l'impôt est susceptible de diminuer. On peut également compter sur la reprise de la croissance calédonienne. Donc l'assiette fiscale à ce moment-là, c'est-à-dire la base sur laquelle l'impôt est calculé, serait en augmentation. Donc ça permettrait effectivement d'augmenter substantiellement les ressources. Tous les acteurs économiques, que ce soit les ménages, donc vous, que ce soit les entreprises et les collectivités, ont un rôle à jouer, mais ce rôle doit s'exercer dans un contexte de confiance. Enfin, dernière solution, 32 élus du Congrès sur les 54 en poste, donc c'est la fameuse majorité des 3/5, peut décider de modifier la répartition des dotations institutionnelles entre les communes, entre les provinces. Bon, on sait effectivement que c'est un débat politique de longue date. Ce débat et cette décision importante place au cœur également la question du rééquilibrage. D'accord, très bien. Merci beaucoup Christophe pour ces explications. Merci Chloé, merci à tous. J'espère que vous aurez beaucoup appris en notre compagnie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de ces citoyens consacré cette fois-ci à la justice et au tribunal de Koné. Et nous on retrouve Falaï pour demander le programme, c'est tout de suite. Allez, on va parler des sorties cinéma avec Falaï. Oui, alors comme tous les mercredis, on aborde 2 sorties ciné du mois. Alors, Chloé, est-ce que tu regardes ou est-ce que tu as déjà vu cette série très courte, la revue de presse de Catherine et Liliane? Oui, j'adore, elles sont super drôles. Oui, je les regarde des fois sur Internet. C'est 2 secrétaires qui analysent l'actu, la presse People aussi, de manière un peu satirique. Ouais. C'est très très drôle. C'est très bien résumé. Et c'est vrai, perso, j'adore, c'est très drôle et c'est très bien joué par Alex Lutz, qui joue le rôle de la blonde, et Bruno Sanchez, donc, qui joue la brune. Alors pourquoi je t'en parle? Parce qu'Alex Lutz, alias Catherine, réalise son premier film qu'il intitule Le talent de mes amis. Oui, il est excellent en femme d'ailleurs. Alors décidément, c'est la saison des premiers films en ce moment. On parlait du premier film la semaine dernière de Clovis Cornillac, celui de Russell Crowe aussi, et puis maintenant Alex Lutz. Oui, c'est vrai. Et pour Alex Lutz, il est resté dans son registre, celui de la comédie. Alors, qui est Alex Lutz? Alors, il est humoriste, il a 36 ans. Donc, on le retrouve dans la revue de presse de Catherine et Liliane. On l'a vu aussi dans OSS 117. Et il a aussi un one-man show en ce moment dans toute la France. Voilà. Il est très talentueux et se met pour la première fois derrière la caméra. D'accord. Alors, de quoi ça parle, le talent de mes amis? Alors, c'est l'histoire de 2 amis, joués par Alex Lutz et son copain Bruno Sanchez. Ces 2 amis d'enfance partagent tout et même leur bureau parce qu'ils bossent dans la même entreprise. Alors, leurs femmes sont également copines. Voilà, ils mènent une vie qui leur plaise, sans plus. Ce n'est pas forcément ce dont ils rêvaient, mais voilà, c'est tranquille. Et un jour, un coach débarque dans l'entreprise, tu sais, les coachs pour stimuler. Oui, les coachs en bien-être, en développement personnel. Voilà, exactement. Ok, exactement. Donc, ce coach débarque dans l'entreprise et son arrivée va bouleverser la vie de l'un des 2 amis, en l'occurrence Alex Lutz, car ce coach va provoquer chez lui un déclic. Et donc, celui-ci va tout plaquer pour réaliser son rêve, celui de devenir chanteur. Voilà, c'est drôle, c'est frais et c'est sur grand écran. Je m'appelle Alexandre Ludon. Tout va bien pour moi, ou presque. Jeff est mon meilleur ami depuis le lycée et aussi mon collègue. En termes de travail, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment surmené, avec un supérieur hiérarchique plutôt occupé par sa petite dépression. J'aimerais qu'on se remette au travail dans une énergie de vie. Donc contacter un coach. Je m'appelle Thibaut Rédinger. C'est ouf, le mec je le connais, c'était un pote au collège. Un pote? C'est ouf. Bon, arrête avec c'est ouf. Alex Ludon.
C'est ouf. C'est quoi son rêve au petit gamin planqué, là? Je veux être astronaute. Tu vas être astronaute. C'est un peu tard, non? Il a 50 piges. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec? T'es jaloux, c'est tout ce que t'es. Sincèrement, tu peux faire une petite carrière, je te le dis. C'est vrai, pourquoi pas moi? Alors j'ai tout plaqué, mais proprement. Je pars, je vous emmerde et vous encule. C'est le gourou qui t'a mis de la merde dans la tête, c'est ça? On voit que nos vies sont même pas moyennes avec nos petits costumes, nos petits tickets resto, nos petites vacances, nos petites bites, putain! On serait vu au lycée comme ça, on serait foutu de nos propres gueules, non? On veut un bébé d'après ce que j'avais compris. Et toi tu fais quoi là? Tu fous quoi ton pote là, sérieux? Nous les filles on se parle. Un jour on a appris l'histoire, on s'est dit tiens il y a des mots, c'est cool, ça peut servir. Depuis que t'es dans nos vies, tout est vraiment de la merde. Mais vous êtes cons en fait. Mais c'est quoi un rêve accompli d'abord? Un petit poulain sur lequel je mise énormément. Oh vous me faites chier, vous êtes cons, je vous sème. Il faut les tenir, hein, parce que... Voilà, c'était Le talent de mes amis d'Alex Lutz. Allez, nous on continue avec un thriller américain. Oui, alors qui s'intitule Un voisin trop parfait. Donc c'est un film réalisé par l'américain Rob Cohen, ce réalisateur de films très connus comme Dragon, l'histoire de Bruce Lee, ou encore comme Triple X avec Vin Diesel, et Fast and Furious, ou encore la saga que l'on connaît tous très bien, la momie. Oui. Voilà, il aime les filles qui déboîtent comme on le montre. Et là donc il réalise un thriller avec comme actrice principale la magnifique Jennifer Lopez. Celle qui a été élue la plus belle femme du monde par le magazine People en 2011 à l'âge de 41 ans. Oui, voilà, on va dire que c'est un beau tacle à ces jeunes dames et je n'en suis pas du tout jalouse. Alors, Jennifer Lopez joue le rôle d'une épouse malheureuse, mère de famille, un peu dépassée et prof comblée. Et donc, dans ce film, elle se frotte un petit peu de trop près voilà, aux jeunes voisins canants et prévenant, un rôle tenu par la star de Sexy Dance 4 et 5, Ryan Guzman, là on le voit. Et en clair, ils ont une petite aventure. Ryan Guzman joue donc le beau gosse ténébreux d'à côté, serviable et gentil, l'homme parfait, enfin pas tant que ça parce qu'il se révèle être un petit peu psychopathe sur les bords quand on ne le laisse pas aller jusqu'au bout de ses obsessions. D'accord, et donc dans le film, c'est Jennifer Lopez, son obsession. Oui, voilà, la malheureuse. La pauvre. Oh là là. Donc elle a tenté de mettre un terme à leur relation, mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Voilà, le film dure 1h30. Ça fait 9 mois et t'as pas demandé le divorce. Il couche avec sa secrétaire à chaque fois qu'il va au bureau. T'as jamais fait d'erreur, toi? T'es prête, maman? Tire plus fort! Et vous êtes? Noah, j'habite à côté, chez mon oncle. Alors t'es pas d'ici? Non, il y a eu cet accident de mes parents. Donc je vais faire ma terminale à Monroe. Ma mère y enseigne. Elle m'a l'air trop cool pour être prof. Vous êtes très belle. Pardon, j'aurais pas dû. C'est rien. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps. Oh, j'ai bien fait alors. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on a le sentiment d'être nulle part à sa place. Il faut que je rentre. Non, s'il vous plaît. Pas de jugement. Pas de règles. Rien que nous deux. Écoute, Noah, j'étais vulnérable. C'est moi l'adulte. J'ai perdu la tête. Je peux pas faire ça. Tu dînes avec nous, Noah? Bonjour, Madame Peterson. Vous leur avez dit ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un énorme orage, il est tombé des cordes. Vous n'avez rien eu là-bas? En plein soleil, temps bien sec. Oh, ça a bien mouillé ici. Monsieur le proviseur. Bonne nouvelle, j'ai accepté votre demande pour que Noah Sanborn intègre votre classe. Kevin? C'est toi qui as envoyé un mail depuis mon compte? On dirait que vous avez été piraté. Vous devriez changer le mot de passe. Ton père est souvent là ces derniers temps? Ouais, assez souvent. N'oublie pas qu'il t'a abandonné. Chérie, je veux que tu arrêtes de traîner avec Noah. On se voit en cours. Désolée. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre mon travail, mon fils, ma vie entière. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer?
Jamais je te laisserai partir. Ne m'approche plus! Et tu ne t'approches plus de mon fils! C'est pas possible, Claire. Je suis ton voisin. Voilà, un voisin trop parfait. Et on finit maintenant avec les sorties cinéma à Bourail et à La Foi. Et là, on commence par La Foi. Aujourd'hui, mercredi 27, c'est un film d'animation en route qui est à l'affiche aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un petit alien appelé O qui se retrouve avec son peuple à se cacher sur la planète Terre de peur d'être exterminé par d'autres aliens. Hein. Sauf que O va révéler, sans le faire exprès, leur cachette. Alors qu'avec une petite humaine, et ils se retrouveront à vivre une extraordinaire aventure. Voilà, c'est à partir de 3 ans et la séance est à 17h30 aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'affiche à Bourail? Ce sont les Avengers qui reviennent sur grand écran. Les choses vont encore mal tourner pour nos super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et toute sa bande. Cette fois, ils vont faire face à un puissant adversaire, hein, le terrible Ultron, qui n'a qu'un seul but, éradiquer l'espèce humaine. Le film dure 2h20 et la séance est à 17h30. Très bien. Merci beaucoup, Falaï. Merci, au plaisir. À plus tard. Et nous, on rejoint Mara, La Science et nous, ça commence tout de suite. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. L'accident vasculaire cérébral, l'AVC, qui est aussi parfois appelé attaque cérébrale, est la seconde cause de mortalité au niveau mondial. Près de 7 millions de personnes en meurent chaque année. C'est un phénomène qui est favorisé par le cholestérol, le diabète et l'hypertension. D'accord, donc en Calédonie, on est particulièrement exposé. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un accident vasculaire cérébral? Alors, un AVC, ça correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau qui amène le sang au cerveau. Donc ça peut aller du petit accident qui va régresser en quelques minutes sans laisser de séquelles à l'AVC gravissime qui va conduire au décès rapide de la personne en passant par l'AVC qui laissera des séquelles qui remettent en cause l'autonomie des victimes dans leur vie quotidienne. D'accord, il s'agit de quel type de séquelles dans la majorité des cas? Alors il y a des séquelles physiques et des séquelles cognitives. Le plus souvent il y a hémiplégie, hein, donc une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps, et aphasie, ce qui correspond à des troubles du langage à l'oral et à l'écrit, ce qui altère bien entendu la compréhension et l'expression de la personne. D'accord, mais ces personnes, elles retrouvent leur capacité au bout d'un certain temps ou bien elles restent handicapées à vie après cet accident? Alors en fait, la majorité des patients récupèrent leur capacité à marcher plus ou moins bien. Ouais. Hein. Par contre, pour le contrôle des membres supérieurs, là, c'est moins évident. Après, chez un tiers des patients, l'aphasie va persister, donc ils ont toujours beaucoup de difficultés à communiquer. Un autre tiers va récupérer suffisamment pour communiquer correctement et le dernier tiers arrive à récupérer presque complètement avec juste quelques petites séquelles discrètes. D'accord, mais pour arriver à ce résultat, j'imagine qu'il faut quand même énormément de rééducation à faire. Alors oui, complètement. Alors avec les projets de la technologie, en plus du travail indispensable, il faut bien le préciser, du personnel médical, il existe beaucoup de systèmes informatiques de rééducation. Mais la plupart d'entre eux, ils se concentrent sur le traitement des symptômes physiques de l'AVC et très peu sont dédiés à la rééducation cognitive. Donc c'est le constat qui a été fait et une équipe européenne a travaillé sur un projet pour y remédier. Ce projet, c'est CogWatch. Donc plusieurs chercheurs européens travaillent de concert dessus dans le but de développer un système de rééducation qui aide à améliorer les fonctions cognitives des survivants d'un AVC. Donc on va voir en quoi ça consiste, réapprendre après un AVC. C'est parti. L'accident vasculaire cérébral dont Rita et Steven ont tous deux été victimes a bouleversé leur vie. Les scientifiques travaillent actuellement à en minimiser les effets sur leur quotidien. J'ai passé 3 ou 4 mois dans un fauteuil roulant. Ensuite, la rééducation a commencé et j'ai utilisé un déambulateur puis une canne. Et après ça, une fois que le kiné m'a donné une canne, c'est reparti. Rien ne pouvait plus m'arrêter, plus rien.
L'AVC m'a seulement affecté physiquement. Mon cerveau est aussi rapide qu'avant. J'ai toujours eu l'esprit vif et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est juste que mes gestes n'arrivent pas toujours à suivre à temps. L'accident vasculaire cérébral ou AVC a des conséquences très variables. L'une des séquelles les plus communes a trait à l'incapacité du patient à effectuer des séquences ordonnées de mouvements, une déficience difficile à diagnostiquer et plus ou moins invalidante au quotidien. Ce type de déficience conduit à faire des erreurs dans une séquence de gestes ou bien à faire les choses dans le désordre. Par exemple, ce patient prend un sachet de thé et le met immédiatement dans le sucrier. Il a donc complètement ignoré la tasse qu'il était censé utiliser. Et là, il prend un autre sachet de thé et il reproduit la même erreur. Dans le cadre d'un projet de recherche européen, ces scientifiques ont testé un système de rééducation personnalisé à domicile. Pour ce faire, ils ont imaginé toute une série d'objets du quotidien intelligents. Une fois connectés, ces objets identifient les erreurs commises par le patient, l'aident à rectifier le tir et le guident dans les actes de la vie de tous les jours, comme se préparer une tasse de thé. Ces tests ont montré que les patients se trompent moins souvent et accomplissent les tâches plus rapidement. Où et comment cette technologie a-t-elle été en partie développée ? C'est ici, à l'université de Birmingham, au Royaume-Uni, qu'une partie de ces objets intelligents ont été conçus et assemblés. Équipés de capteurs sophistiqués, ils sont capables de contrôler de manière autonome l'orientation, le mouvement et la force de préhension. Les informations recueillies sont ensuite envoyées via un réseau Wi-Fi à un dispositif central. Quand je soulève la carafe, les capteurs ne sont plus en contact avec la table, il est donc évident que je viens de la soulever. Un signal provenant de l'accéléromètre indique alors que la carafe est en mouvement. Lorsque je déplace la carafe vers la tasse, l'accéléromètre va aussi émettre un signal. Puis quand j'incline la carafe pour verser le lait dans la tasse, l'accéléromètre émet un nouveau signal caractéristique indiquant que j'incline la carafe. L'équipe a également planché sur un modèle de brosse à dents connectée. Tous ces objets pourraient être commercialisés d'ici à une dizaine d'années et venir en complément des séances de rééducation classiques dispensées par un kinésithérapeute. En général, les kinés ne se déplacent pas à domicile, mais ce système, oui. Le patient peut s'entraîner chez lui et son kiné peut suivre et contrôler ce qu'il fait. Ce système va aider les kinés, mais ne les remplacera jamais. Vous pouvez faire tout ce que bon vous semble. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ne pouvez pas faire, mais ce que vous pouvez faire. Et si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, réessayez le lendemain. Connectés pour réapprendre les gestes du quotidien. Et oui, alors en fait le système est composé de 2 tablettes, une pour le patient et une pour son médecin. Donc le patient choisit une action à effectuer sur sa tablette, donc par exemple se préparer une tasse de thé avec du lait et du sucre. Et là il y a un système de reconnaissance d'action qui s'active, il nous l'a expliqué dans le reportage. Et ce système va recevoir toutes les données des capteurs qui sont disposés donc sur tous les objets connectés. Et si le patient fait une erreur, eh bien le système lui rappelle l'action correcte avec des effets sonores, visuels ou des vibrations par exemple. D'accord, donc pour le patient c'est comme si il avait quelqu'un en fait qui était là pour le guider et en plus il peut s'entraîner autant de fois qu'il veut. Voilà, tout à fait. Donc en fait donner de l'autonomie au patient, c'est vraiment le dénominateur commun, j'ai envie de dire, à la plupart des avancées en matière de rééducation. Il y a aussi de plus en plus de robots qui sont combinés à des jeux informatiques qui sont développés par les chercheurs et qui sont aussi d'une grande aide pour les victimes d'AVC. On va en regarder un exemple tout de suite quand les victimes d'AVC sont aidées par des robots. Ils ont été victimes d'accidents vasculaires cérébraux. De nombreux patients sont admis à l'hôpital national de neurologie et de neurochirurgie de Londres. Ici, les robots sont utilisés pour entraîner les muscles. Des exosquelettes sont reliés à des jeux informatiques spécialement conçus pour retrouver l'usage du haut du corps. Un geste doit être répété au moins 500 fois pour aboutir à des changements durables. Le robot est un outil approprié, mais il ne peut pas tout faire. Le robot donne un côté ludique à la guérison. Les patients peuvent trouver un certain intérêt à ce qu'ils font. Ils doivent se concentrer pour retrouver de la souplesse.
Mais les robots ne font pas tout. Nous ne pouvions pas simplement acheter 6 robots et n'avoir aucun thérapeute, parce que le robot ne va pas allonger vos muscles qui sont trop serrés. Il ne pourra pas non plus cibler les muscles spécifiques qui sont trop faibles et qui doivent être renforcés. Pour commencer ce travail, le niveau de faiblesse du muscle du patient est enregistré dans un logiciel. Le mouvement à réaliser est envoyé au robot. Ensuite, un bras robotisé va guider le patient d'une manière très précise. Vous avez oublié ce que votre bras peut faire, car il n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Donc, ils vous apprennent de nouvelles compétences. Et grâce à ce dispositif médical, on est encouragé à utiliser son bras à nouveau. L'introduction de ces nouveaux dispositifs ne signifie pas que la physiothérapie traditionnelle sera abandonnée, mais peut-être l'homme laissera-t-il aux machines les tâches les plus répétitives. Eh bien, il y a des chances, oui, un peu comme dans tous les domaines d'ailleurs. Alors pour terminer, Mara, peut-être un petit rappel des symptômes d'un AVC, puisqu'on sait que ça nécessite une prise en charge la plus rapide possible pour limiter justement les risques de séquelles. Oui, tout à fait. Alors il y a des signes très fréquents qui doivent donner l'alerte, comme par exemple une faiblesse musculaire, une paralysie d'un ou plusieurs membres ou du visage, le plus souvent d'un seul côté du corps, un engourdissement, des troubles de la vision, des difficultés à parler, des troubles de l'équilibre, un mal de tête brutal ou encore des troubles de la vigilance. Tous ces symptômes doivent alerter. Voilà, donc si vous constatez ces symptômes sur une personne de votre entourage, n'attendez pas, appelez immédiatement le SAMU. Mieux vaut appeler à tort que trop tard. Exactement. Merci beaucoup, Mara. Merci à toi, Chloé, merci à tous. Et nous, on rejoint Grandeur Nature avec Camille. Bonjour Camille, alors aujourd'hui tu nous emmènes suivre un groupe de scientifiques dans le Grand Sud, c'est bien ça? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Effectivement, on a suivi des scientifiques dans le Grand Sud. Alors qui sont-ils? En fait, ils sont venus du monde entier l'année dernière, en fin d'année, pour suivre un colloque ici en Nouvelle-Calédonie, le colloque SERA. Alors petit rappel, ce colloque avait pour vocation en fait de se rendre compte de tout ce qui se faisait ici concernant la restauration écologique. Alors, ils sont allés visiter le Grand Sud. Alors tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien tout simplement parce que le Grand Sud, c'est magnifique. Non mais plus sérieusement, c'était essentiellement en fait pour se rendre compte du travail de restauration, de revégétalisation effectué sur sol minier. Alors, ils sont aussi allés un peu plus près, ils sont aussi allés au parc de la Rivière Bleue pour se rendre compte aussi d'une zone de concentration d'Araucaria. Tout ça, ça se passe à l'entrée du parc de la Rivière Bleue. L'Araucaria, petit rappel, c'est un symbole du pays. Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les Araucaria avant de continuer la visite? Alors, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on abrite 45% des espèces de la famille des Araucariacées répertoriées dans le monde. En fait, il y a 18 espèces réparties en 2 groupes. Un groupe concernant les Araucaria et un autre groupe, les Agathis. Alors, c'est quoi un Araucaria? C'est par exemple le pin colonaire ou dans la famille des Agathis, c'est par exemple le kaori. Et donc, ces espèces sont des espèces menacées. Ces 18 espèces sont inscrites sur la liste des espèces de statut précaire suivant les critères de l'IUAC, l'Union internationale pour la sauvegarde de la nature. Alors, c'est dû à quoi justement, le fait qu'elles soient menacées, ces espèces? Eh bien, c'est dû aux incendies, c'est dû aux exploitations minières, à l'extension aussi des zones urbaines. À l'homme, quoi. À l'homme. Donc, tout ça met en péril, comme tu le disais, l'intégrité génétique de ces espèces. Il faut donc favoriser le reboisement. Exactement. Donc, pour cela, eh bien, nos scientifiques sont allés voir dans le Grand Sud. Ils sont allés donc au parc de la Rivière Bleue pour admirer les Araucaria qui ont été plantés. Ils sont aussi allés aux chutes de la Madeleine, ils sont aussi allés aux chutes de la Madeleine et enfin ils ont visité la pépinière de Vallée. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de cette pépinière justement? Eh bien en fait la pépinière de Vallée a été créée en 1996, bien avant l'usine. En fait à la base la pépinière devait en fait apprendre à développer les techniques de production des plantes de maquis, car il faut savoir que avant l'existence de cette pépinière, quand il y avait une zone dégradée, notre seule arme pour combattre l'érosion, c'était le gaillac et le bois de fer. Donc heureusement, aujourd'hui, les choses ont changé.
Et la petite pépinière est devenue très grande, c'est même l'une des plus grandes pépinières de Nouvelle-Calédonie. Et donc grâce aux travaux des chercheurs et des botanistes depuis 2007, la pépinière est devenue une pépinière industrielle. Il y a plus de 6 000 mètres carrés de serre. Cette pépinière abrite un stock annuel de 300 000 plantes réparties sur 240 espèces. C'est important de le dire parce qu'en fait, sur le maquis minier, il y a 400 espèces différentes. Oui, donc à travers ça, on voit bien que l'activité minière a quand même à cœur de réparer les impacts environnementaux du fait de leurs exploitations. Exactement, et j'ai envie de dire, c'est même une obligation. En fait, pour donner une petite idée, il y a déjà eu 100 hectares de maquis dégradés qui ont été restaurés. Et pour les 30 prochaines années, normalement, 600 hectares de mines devraient être exploités. Et donc, pour participer déjà à une revégétalisation progressive, eh bien, 20 hectares par an devraient être revégétalisés. D'accord, et les plantes de demain sont en train de grandir en ce moment dans une pépinière. Exactement, il faut savoir qu'en fait, après les travaux d'exploitation, une fois que c'est terminé, les botanistes et les scientifiques vont reboiser seulement 1 an après. Oui. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait, il faut déjà préparer le sol et aussi préparer les pousses. Donc l'histoire de la revégétalisation, ça ne se fait pas n'importe comment. L'idée de ce reboisement, c'est tout simplement effacer les cicatrices des exploitations. Donc en fait, les botanistes vont prélever des graines, prélever des boutures, faire des arbres qui sont adjacents à la zone dégradée. D'accord, donc l'objectif c'est vraiment une harmonie parfaite, quoi. Une harmonie parfaite. Donc maintenant que je vous ai donné un petit peu les clés du fonctionnement du reboisement dans le Grand Sud, le mieux c'est qu'on aille suivre cette visite. Regardez. Au parc de la Rivière Bleue, on peut voir au niveau de la grande forêt humide déjà le grand kauri. C'est un des arbres les plus gros qui existent en Nouvelle-Calédonie. C'est Agathis lanceolata, c'est vraiment un très très bel arbre. Et comme on a de belles forêts humides, eh bien, on a aussi des kagous. Donc l'un des buts du parc, c'est aussi protéger la population de kagous à l'intérieur du parc en luttant contre les prédateurs, les chiens et les chats. Je vous présente ici une plantation d'Agathis lanceolata. Donc en fait, c'est un verger à graines juste derrière vous, d'accord? C'est un verger à graines. Ce sont des arbres qui ont été greffés à l'origine. On est parti chercher des greffons sur des arbres qui fructifiaient déjà. On les a greffés donc, sur les jeunes plants qui étaient là. Et donc du coup, au lieu d'avoir des graines au bout de 30 ou 40 ans, on a eu des graines à partir de 10 ans. On a commencé à pouvoir récolter ces graines. On voit la greffe là. Ici, vous voyez un peu partout. Voilà la greffe. Comme tout colloque, il y a toujours une journée de visite sur le terrain. C'est toujours très, très attendu par les chercheurs parce que là, ils constatent un peu plus la réalité des choses. Et puis la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est connue pour être un hotspot de biodiversité. Donc une visite comme ça est obligatoire. Et les chercheurs qui sont là, bien sûr, ce qu'ils veulent découvrir, c'est la flore, la richesse de la flore, les particularités liées aux conditions de sol en particulier, sur cette partie du sud de la Nouvelle-Calédonie qui est tellement particulière. Donc là, on a visité cette parcelle. On a discuté donc des arbres avec leur valeur au niveau revégétalisation sur les sites miniers. Donc quelles étaient plutôt les espèces à revégétaliser sur les sites miniers et les espèces qui seraient plus en relation commerciale, c'est-à-dire qu'on planterait pour ensuite en faire du bois et le valoriser au niveau de tout ce qui est charpente, au niveau économique du pays. On a aussi un rôle de conservation au niveau donc des forêts. Et c'est vrai qu'à l'entrée du parc, on a fait l'arboretum. Donc c'est vraiment une zone qui a été plantée par les anciens, c'était dans les années 70-80, qui représente, on va dire, 90% des araucarias qu'on a en Nouvelle-Calédonie. À savoir que la Calédonie, sur les 40 espèces d'araucariacées qui existent dans le monde, il y en a 18 endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment un spot important pour tous les botanistes. Donc voilà, sur cette zone de 2-3 hectares,
on trouve une quinzaine des espèces qui existent en Calédonie. Pour les botanistes, ils peuvent voir, en l'espace d'1 heure, on peut voir presque tous les araucaria qui existent Araucaria et Agathis qui existent en Nouvelle-Calédonie. Kaori de maquis minier, c'est le kaori qui pousse dans le maquis minier, celui-là. On le trouve surtout en maquis minier et une des particularités, c'est qu'il résiste au feu. On peut dire que sur les 40 espèces d'Araucariacées qui existent dans le monde, on en a quand même 18 endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment, pour les botanistes, un hotspot à ce niveau-là, quoi. Vous avez le Chili, Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est au fond. Et après, il y a le, comment dire, Agathis Vanuatu là-bas. Je crois que toute spécialité, selon ses spécialités, alors il y a des botanistes, il y a plutôt des écologistes, même des spécialistes du sol. Alors, chacun a des questions spécifiques par rapport à leur spécialité. L'intérêt, c'est qu'on est dans un milieu un peu différent au niveau écosystème. On est plus dans du maquis, des zones un peu plus sèches. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a eu une opération de plantation il y a plus d'une vingtaine d'années, avec un nombre d'espèces endémiques vraiment important. Donc il y a une très belle opération de plantation d'espèces endémiques sur les chutes de la Madeleine, avec toute une série en plus un parcours avec des pancartes, c'est très, très didactique. Et on finira l'après-midi par la visite chez Valeinco de la pépinière. So once the seed basically has been processed, c'est du Costularia. Et donc là, ça c'est une espèce pionnière de maquis qui est récoltée chaque année. On le produit tous les ans et c'est une espèce principale dans les opérations de reboisement. On va le voir au stade de germination et en élevage ici. Et ensuite, il va même partir sur les pépinières satellites pour être élevé en pépinière satellite. Et toutes les graines qu'on a ici, en grande partie, c'est des espèces de maquis minier, mais tout ici, c'est quasiment que de l'endémique. Voilà. Et c'est que récolté dans le sud. Ça, c'est du Costularia âgé de 2 mois. Ils vont être transférés sur les pépinières satellites, sur Yaté, pour être repiqués et mis en élevage là-bas. Et on les attend dans 1 an. Voilà. Ça, c'est des Costularia qui vont être transférés sur des opérations de reboisement. Je pense dès que les pluies de la saison de pluie ils arrivent. Donc ils seront utilisés en janvier-février de l'année prochaine. Donc en général, les Costularia, ils sont plantés à une hauteur de 5 à 10 cm. Mais comme vous voyez là, 5 à 10 cm, ça fait une bonne quantité de biomasse aérienne.
Donc là, surtout, les choses qu'on va vérifier pour être sûr que les plantes soient prêtes pour être plantées sur les opérations de reboisement, c'est de voir le système racinaire pour au moins assurer qu'ils ont atteint le fond du godet. Et donc, voilà, ils ont fait une quantité de racines maximale pour, lors de l'opération sur le terrain, ils vont mieux s'ancrer sur les zones de reboisement. Voilà, donc un gros travail pour que le tout petit devienne grand. Oui, et en plus, j'ai oublié de nous donner une petite information. La pépinière travaille en fait avec 6 pépinières dites satellites à Yaté. Et en fait, ces pépinières fournissent 120 000 plants chaque année. Pas mal du tout. Et j'imagine qu'ils font aussi appel aux habitants des environs de la zone, quand il y a des opérations de reboisement, par exemple. Oui, et ils font même plus. Je m'explique. Ils transmettent leurs connaissance. Il faut savoir que l'année dernière, 300 personnes sont passées visiter la pépinière et des scientifiques, ce sont des scientifiques, mais pas seulement, il y a aussi des classes. Cette année, par exemple, 7 classes ont déjà prévu de visiter la pépinière. Tout ça grâce à l'intermédiaire du CIE, donc le Centre d'initiation à l'environnement. Et puis, c'est pas tout. Depuis le début de l'année 2013, Valais a signé en fait un partenariat avec le collège de Yaté et la mairie de Yaté dans le but de sensibiliser les jeunes aux techniques de plantation et de les initier aux différents métiers pratiqués en pépinière. Et au-delà de ça, il y a surtout un gros projet de revégétalisation à Port-Boisé. Donc ça se passe à Yaté. Les jeunes doivent tout simplement planter 350 kaoris, donc un projet pédagogique environnemental sur 3 ans. Et puis Camille, récemment, j'ai entendu dire aussi qu'au lieu-dit de Jawari à Yaté, il y avait la pépinière la plus productrice du territoire. Exactement, c'est une information qui nous vient de nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes, que en fait depuis le début de l'année, une société de Yaté s'est lancée dans la production d'arbres uniquement endémiques et en fait c'est tout simplement pour développer une filière bois. D'accord, donc affaire à suivre. Merci beaucoup Camille. Merci Chloé, à bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.